Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Stéphane Paoli, journaliste qui a présenté pendant de longues années le 7-9 de France Inter et le rendez-vous politique du dimanche midi. Et surtout, auteur de ce livre, Ce qui vient demain aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors, ce qui vient demain, c'est vrai que demain, vous savez, demain, c'est toujours pareil, hein. Demain est un autre jour, c'est l'auberge espagnole du fantasme, demain, on ne sait pas, évidemment, ce qui va se passer, et c'était Alphonse Allais qui disait, les poubelles sont remplies de tendances prolongées, donc on ne va pas s'aventurer. Mais ce qu'a fait Stéphane Paoli, c'est vraiment passionnant, c'est un livre que je vous recommande, Ce qui vient demain, c'est aux éditions, comme disait Clémence, Les Liens qui libèrent, et ce qui est intéressant que Stéphane Paoli, c'est que vous avez réuni un certain nombre de personnes, d'hommes et de femmes qui savent ce dont ils parlent dans les domaines les plus différents, de la science, de l'écologie, tout cela, enfin on va en parler. Et je voulais savoir d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à dire, allez, on va parler de demain, c'est le Covid, c'est le confinement, c'est quoi ? C'est que je suis comme vous, je ne sais pas ce qui se passe demain, c'est la curiosité de demain. Et d'abord, bonjour André Berkov, et merci de votre invitation. Oui, c'est la curiosité, mais c'est pas à vous que je vais apprendre qu'un journaliste, c'est d'abord de la curiosité. D'avoir question à tout. Oui, question à tout. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est de n'avoir pas toujours les réponses, parce que c'est ce qui donne envie de continuer à questionner. Alors, comment je les ai trouvés ? En rencontrant quelques-uns d'abord dans des émissions comme vous le faites vous-même, et certains m'avaient intéressé, et surtout, tous ceux que j'ai retenus pour ce livre m'ont intéressé pour, comment dire les choses, pour leur simplicité. Ce ne sont pas des propriétaires de leurs connaissances. Ce sont des gens qui, dans leur domaine de discipline, sont parmi les meilleurs, sûrement, mais qui ne cessent jamais de se remettre en cause. Est-ce que j'ai dit... Est-ce que ce que j'ai dit est juste ? Ils ne jouent pas les gourous Sûrement, alors vraiment pas. Ouais. Et d'ailleurs, ils sont étonnants. J'ai vraiment eu... Donnez-moi un exemple ou deux, justement. Michel Cassé, astrophysicien, spécialiste de la physique quantique, il est probablement l'un des 10 personnalités au monde qui est capable de parler de la physique quantique. Ils sont très peu nombreux à pouvoir le faire et à se comprendre. Oui, parler clairement, quoi, pour tout le monde. Alors, parler clairement. Moi, je comprends rien à la physique quantique, mais franchement, rien du tout. Plus, ouais. Sauf que Michel Cassé, c'est l'un des meilleurs spécialistes de Rimbaud. Et un jour, je lui dis, mais écoute, Michel, explique-moi, j'y comprends rien, la non-localité, la superposition des États, etc., tout ça est très intéressant, mais je n'ai pas accès à ça. Il me dit, écoute, passe par la poésie. En poésie, on peut être mort et vivant au même instant, c'est une licence poétique, ça pose de problème à personne. Et ben voilà, en physique quantique, le chat de Schrödinger, il est mort et vivant au même instant, mais c'est probablement plus compliqué à expliquer. Et cette espèce de capacité qu'il a à ouvrir des chemins à des gens comme moi qui n'ont pas accès à cette forme de connaissance, ça m'a intéressé. Alors en plus, il est incroyable, quoi. Il porte des casquettes, il la porte à l'envers, comme les Jones. Ah ouais, d'accord. Voilà. Il rit de lui-même, quoi. Il rit de lui-même tout le temps. Et il s'amuse des polémiques en cours. Il y en a une qui est en train de naître. Laquelle, par exemple, oui, racontez. C'est une histoire incroyable. Ça commence du temps de la guerre froide, et un physicien soviétique qui s'appelle Andrei Linde développe une thèse de physique intéressante à propos du fait que les univers sont multiples et que chacun dispose au fond de sa spécificité, de son organisation. Chaque univers. Chaque univers. Ouais. Et d'ailleurs, c'est une théorie très intéressante et qui va se développer pour créer aujourd'hui 2 écoles, presque une controverse, un peu comme Valladolid a pu l'être. Hein. Oui, ou Galilée ou autre. Galilée ou autre, bien entendu. Qui oppose deux visions de la physique, les uns disant il n'y a qu'un seul univers, et donc à partir de là, s'il n'y a qu'un seul univers, il peut y avoir un créateur. Ah oui, d'accord, et ça nous renvoie à la métaphysique, à la religion, bien sûr. Et bien entendu. Mais si ce sont des multivers, alors comment on fait avec le créateur ? Il y a une bande de créateurs, il y a quoi ? Et à partir de là, il y a tout un débat qui est en même temps très complexe, très, très scientifique, et puis qui devient petit à petit un débat théologique. Il paraît qu'au Vatican, il y a des types très pointus dans tous les domaines qui sont en train de travailler là-dessus. Et c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Et c'est ça, non mais c'est que ce livre est vraiment passionnant à lire, c'est parce que ça ouvre plusieurs horizons. Donnez-moi aussi une autre personnalité qui vous a... Alors magnifique, un géologue qui s'appelle Pierre Choucroune,
un type formidable. Je raconte dans le livre que tous ces gens que j'ai rencontrés, je les ai enregistrés avec un petit magnéto. Et puis après, je les ai invités chez moi, d'abord, dans le sud. J'habite, je suis sur votre territoire, moi, dans les Alpilles. Je leur ai dit, est-ce que vous voulez pas venir à la maison, passer 3-4 jours, on discute, je vous enregistre, ça me servira pour mon livre. Temps, oui, comme ça. Prendre du temps. Et puis surtout, sortir un peu du cadre habituel. Bien sûr. Donc ils sont venus. Ils sont tous venus. Pratiquement tous. Pas Claudie Aigneret, parce elle a un emploi du temps de... Elle est dans l'espace. Non, mais elle est dans l'espace. Elle veut même y retourner. Donc ils sont venus, Stéphane. Et alors, des entretiens. Et Choucroune commence à me parler. Alors, d'abord, il me dit, tu sais... je lui pose la question de demain. Il me dit, mais finalement, la seule science qui peut répondre à demain, c'est la géologie, parce que comme tout se fait à la vitesse de, en gros, 1 centimètre par an, moi, je sais ce qui va à peu près se passer dans 2000 ans, quoi, sans trop risquer de me tromper. Et d'ailleurs, me dit-il, le débat politique sur la présence de la Turquie en Europe, il est déjà réglé. Hein. Elle est poussée par la plaque africaine. Donc la Turquie va s'agrandir. La Turquie va être au cœur de l'Europe. Va être au cœur d'Europe. Non, mais surtout ce qu'il me dit, qui est au fond un peu le mécanisme du livre, c'est que quand la Terre s'est créée, il y avait un seul continent, qui s'appelait la Pangée. Et sur cette Pangée, poussaient des végétaux et commençaient à exister des micro-organismes, puis plus tard des espèces vivantes. Sur le globe, quoi. Sur le globe. Sur le seul territoire existant à la surface de la planète, il y avait l'océan et la Pangée. Et la Pangée, oui. Et puis la Pangée se fracture. Et d'un coup, ça va devenir de l'Amérique, nord et sud, ça va devenir l'Afrique, ça va devenir l'Asie. Et tous ces végétaux et tous ces organismes vivants qui avaient vécu sur un seul continent se trouvent séparés. Que se passe-t-il ? Chacun, dans son domaine, végétal ou animal, va développer des évolutions qui vont se différencier. Et ces différences, ils vont les transmettre à leur descendance. Et c'est ça qui, petit à petit, a intéressé les biologistes, qui se sont intéressés à l'influence du milieu. Et c'est comme ça qu'est née l'épigénétique. Nous sommes absolument dépendants du milieu dans lequel nous vivons, y compris notre propre santé et la modification même de notre ADN. Et il est en train de se passer aujourd'hui un phénomène qui va d'ailleurs prendre très vite, malheureusement, de la visibilité. Les ours blancs vont redevenir bruns, parce qu'il n'y a plus de banquise. Et cette transmission va se faire aussi au niveau génétique. L'absence de banquise fait l'absence de couleur, enfin, changement de couleur. Mais oui, forcément, s'adapter à son milieu pour y survivre. Et ce changement va se transmettre aux générations futures. Donc, à chaque fois, et on peut dire ces personnes, ces scientifiques, ces experts, au très bon sens du terme, en fait, et c'est vrai, ils agrandissent un peu notre horizon, notre champ de conscience. Moi, ce que j'ai aimé, mais c'est un peu aussi le travail que vous faites vous-même, c'est que nous sommes dans un monde complexe. Pour moi, je prétends l'imposer à personne, mais pour moi, il me semble que pour comprendre la complexité, le seul moyen, c'est une approche pluridisciplinaire. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu rassembler autour de moi un physicien, un géologue, un oncologue, une femme de l'espace, etc., pour les interroger, et ensuite, pour faire un travail, j'allais dire, d'araignée. Pourquoi araignée ? Parce que j'avais été voir l'exposition de Thomas Saraceno. Oui, au musée de Tokyo. Oui, que j'avais trouvé absolument extraordinaire. Quoi. J'ai d'abord cru que j'étais à l'intérieur d'un cerveau, parce que ça ressemblait à des neurones. Et puis je me suis approché de ce que je prenais pour un cerveau, puis j'ai vu un truc qui bougeait, c'était une araignée. Et là, je me suis dit, donc ce sont des toiles d'araignée. Et la pièce d'à côté était une pièce brillamment éclairée, avec un fil qui pendait, comme le pendule de Foucault, avec au bout un crayon, et en dessous une grande feuille de papier, et le crayon dessinait des lignes, courbes, zébrées, etc. Et j'ai compris que c'était le déplacement d'air des visiteurs qui faisait bouger le crayon. Et à partir de là, on comprend que la construction d'une toile d'araignée, c'est un phénomène aléatoire. Si le courant d'air vient de la gauche, elle va aller s'accrocher à droite. Et puis si ça change. Et donc je me suis dit, ça c'est le monde dans lequel on vit. C'est le monde des interactions permanentes. Et l'information, ce que vous faites tous les jours, dès qu'un fait se produit, à la seconde où il vient de se produire, il commence à interagir avec tout le reste. Bien sûr. C'est vous là le savez, vous, puisque ça a été votre métier pendant... Oui, mais donc, et le nombre de fois où je me suis trompé dans les analyses ou dans le traitement. Mais oui, mais bien sûr. Et donc ça, c'est ça qui m'intéresse. C'est le fait que, au fond, rien n'est dit, jamais. Tout est en recomposition permanente.
Et je trouve ça d'une beauté extraordinaire. Pour moi, c'est ça la vie, quoi. Comme disait d'ailleurs Taleb et d'autres, gérer l'imprévisible, aller jusqu'au bout, c'est le Cygne Noir, l'auteur du Cygne Noir, etc. Mais ce qui est intéressant, mais votre choix a été donc en fonction des gens que vous avez rencontrés déjà. Vous les aviez rencontrés, ces personnes-là. Pas tous. Par exemple, Marc Auger, l'anthropologue, je l'avais jamais vu. D'accord. Et avant de le recevoir à la maison, j'ai voulu me renseigner un peu sur qui il était, comment. Et donc j'étais comme tout le monde, quoi. J'étais sur Internet. Regardez Marc Auger, j'ai vu la photo d'un type qui avait une très belle tête, un peu carré comme ça, et à partir de là, j'ai fait ma construction personnelle, j'ai imaginé un mec assez grand, balèze, etc. Et je lui donne rendez-vous à la gare d'Arles, où je vais l'accueillir. Et puis je vois tout le monde descendre du train, et puis je ne voyais jamais un mec balèze avec une belle tête descendre du train. Je me dis, il a dû rater son train. Et puis enfin, je distingue au bout du quai un personnage qui avançait tout doucement en tirant sa valise à roulettes, un peu courbée comme ça, qui s'approche, et je reconnais son visage. Toujours aussi beau, mais pas du tout sur un corps d'athlète. Oui. Et en fait, il est assez âgé. Et je me suis dit, oh là là, il va falloir que je fasse attention, tellement il m'a paru fragile. Et puis dès que j'ai commencé à parler avec lui, là j'ai compris à quel point j'étais loin du compte, d'une vivacité intellectuelle, d'une perspicacité, d'une énergie absolument incroyable, quoi. Et ça fait... Je vais vous dire, c'est mieux qu'une thalasso de rencontrer des gens comme ça. C'est vrai. Ça fait beaucoup de bien au cerveau et à tout le reste. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, et on le voit dans le livre, Stéphane Paoli, c'est que ces gens-là, justement, n'ont pas... ils savent que tout est important, mais rien n'est sérieux. Ils savent que rien n'est sérieux, mais que tout est important. Voilà, et c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est jubilatoire. Si vous pouviez voir le visage de chacun d'eux, quand ils me parlent de ce qu'ils font, mais on a l'impression qu'ils ont 14 ans et demi, quoi. Ce sont des gens qui savent et qui jouent, qui s'amusent de savoir. Ça, c'est vraiment un truc. Le savoir comme régénérant, plaisir, le savoir comme richesse. Le gai savoir. Le gai savoir, et voilà. Formidable. Mais on va continuer à en parler. Tout à fait. Ça va être aussi à vous, chers amis, de faire votre travail d'araignée, comme le dit Stéphane Paoli, puisque c'est à votre tour de nous poser des questions au 0826 300 300 et de diriger aussi nos sujets. Donc venez réagir. C'est à votre tour. À tout de suite. Merci beaucoup, Rémi. Et tout de suite, on retrouve André Berkoff, son invité, Stéphane Paoli, et vous, chers amis, qui nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et je vous répète ce que je vous dis très souvent, auditeurs de Sud Radio, quand vous nous écoutez plus, lisez, lisez, lisez. Parce que la compréhension profonde, nous, on transmet, on fait appel, on essaie de transmettre le plus possible, mais après, il faut aller plus loin. Le monde qui vient, effectivement, essayer de le décrypter, ça appartient à chacun d'entre nous. C'est une responsabilité, mais on l'a tous. Et notamment ce livre, voilà, qu'est-ce que c'est que ce qui vient demain, où on va? Et vous allez interroger Stéphane Paoli, et puis on va parler évidemment de tout le reste, de tout ce dont on a parlé dans l'émission, et notamment ces lois stupides, ces coutumes, allez, disons-le quand même, barbares, toutes ces choses-là dont on n'a plus envie de vivre ou de voir. À vous, la parole. Et la parole à Dominique. Dominique qui nous appelle de Provence. Bonjour Dominique. Bonjour. Oui, bonjour à tous les auditeurs, bonjour André. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors André, oui, je suis aujourd'hui intervenu sur votre radio suite au sujet donc de cette personne qui se retrouve avec des squatteurs dans son appartement. Ouais. Alors ces lois absurdes, ces lois confiscatoires qui ont été édictées il y a 30 ou 40 ans sont des lois de dogmes, c'est des dogmes de la pensée, c'est des dogmes de courants de pensée de l'époque qui aujourd'hui nous régissent encore. Bien moins, enfin, beaucoup moins bien que certaines lois napoléoniennes qu'on a oubliées, mais qui nous régissent elles aussi, mais beaucoup plus raisonnablement. Absolument. Et je voudrais alerter vos auditeurs, parce que moi j'ai vécu 2 fois ce genre de malveillance, une fois directement, une fois indirectement. Il y a 30 ans, ma maman, qui était retraitée, a loué un appartement à une jeune femme qui, au bout d'un certain temps, s'est mise en couple sans nous prévenir. Bon, elle fait sa vie, elle n'a pas besoin de prévenir les propriétaires lorsqu'elle se met en couple, sauf qu'elle a quitté le monsieur et elle est partie. On avait signé un bail avec cette jeune femme, on ne connaissait pas le monsieur. Ouais, bien sûr.
Le jeune homme, bien sûr, est resté dans l'appartement, mais ne nous a pas payé le loyer. Il n'était pas notre locataire. Ah oui, je vois. Et, oui. Donc, et elle a disparu. Ouais. Et donc, on s'est retrouvé 2 ans et demi sans pouvoir déloger la personne, sans pouvoir lui faire signer un bail. 2 ans et demi. Et écoutez bien, au bout de 2 ans et demi, ma maman quand même, qui avait besoin de ce revenu parce qu'elle n'était pas du tout riche, c'était quelqu'un qui avait une très petite retraite avec la retraite de pension de reversion, elle touchait l'équivalent de 400 € aujourd'hui. Et cet appartement, c'est ce qui lui permettait, ce petit studio, c'est ce qui lui permettait d'arriver à subsister. Et bien donc, elle était en difficulté, on l'avait prise en charge avec mes frères et sœurs. Et là, elle dit, écoute, moi je voudrais qu'on y arrive, donc on va rentrer dans l'appartement, on va au moins récupérer mon frigo, parce que c'était un petit meublé, mon frigo, ma plaque de cuisson, etc. Ah ouais, quelle erreur! Vous savez qu'on n'a engagé aucune poursuite contre la personne, mais lui, il s'est permis de porter plainte contre ma maman, de 67 ans, et elle a été embarquée, manu militari, par la gendarmerie, qui est venue la chercher, qui l'a emmenée, et l'a gardée 17 heures en garde à vue. Hallucinant ce qu'on racontait. Hallucinant. Mais dites-moi, vous n'avez pas, vous n'avez pas lancé 2 ans et demi, vous n'avez pas engagé des poursuites, vous n'avez pas... On a tout fait, tout ce qui était possible. Prix des avocats, ça nous a coûté plus cher que le loyer annuel de l'appartement. Parce que les avocats, aujourd'hui, vous acceptent votre dossier en vous disant on va y arriver, il n'y a pas de problème. Mais au bout de 12 mois, vous avez dépensé l'équivalent de 7 000 €, c'est à peu près 1,5 fois le montant du loyer de l'appartement. Donc ce locataire qui ne payait rien depuis 2 ans et demi a porté plainte. Il a porté plainte. Et ça a fini comment comment cette histoire? Nous, les plaintes qu'on a portées contre lui ont été sans suite, parce qu'on a porté plainte, on ne connaissait pas cette personne. On l'a découverte dans l'appartement quand on a vu qu'on n'avait plus le loyer de payer. Mais on n'avait pas signé de bail avec cette personne. Bon. Et on est arrivé finalement à le déloger à partir du moment où, au bout de 2 ans et demi, quand même, un juge a porté l'affaire devant les tribunaux et là, comme par hasard, il est parti. Comme par hasard, lorsqu'il a reçu la convocation donc de se rendre au tribunal, il a disparu sans laisser de traces et on a récupéré l'appartement dans un état épouvantable. Deuxième affaire qui m'a été donc opposée. Un jour, je suis gérant d'un restaurant, j'engage une serveuse qui insiste pour que je lui fasse comment on appelle ça, un contrat en CDI. Je veux dire que c'était une bonne serveuse. Je la prends, je lui fais son contrat en CDI et elle se sert de ce contrat pour bien sûr pouvoir avoir un appartement. Elle contracte cet appartement dans lequel elle rentre au mois d'octobre et au mois de novembre, elle ne paye pas le loyer. Au mois de décembre, elle ne paye pas le loyer. En décembre, une personne de nouveau, une dame seule, m'appelle en me disant écoutez, votre serveuse qui m'a présenté le contrat ne m'a pas payé le loyer. Et j'interpelle ma serveuse, elle me dit mais moi j'ai pas besoin de payer le loyer, j'ai une fille, personne ne peut me déloger. Maintenant, je suis tranquille, moi, je m'en fous. Ah oui, j'ai une fille, on ne peut pas toucher. Et on n'a pas pu la toucher, donc elle avait une fille de 7 ans. Et elle me dit, ouais, mais attends, comment tu veux que je m'en sorte? Moi, je lui dis, mais attends, je te donne 1 800 € net par mois. En tant que serveuse, t'es annualisée, t'es tranquille. Je lui dis, tu peux quand même payer un appartement de 800 €. Ouais, mais tu comprends. Et elle n'a jamais rien voulu savoir. Donc moi, j'ai cherché petit à petit les erreurs qu'elle pouvait commettre pour les transformer en faute professionnelle et pouvoir m'en séparer. Et de cette manière, elle a pu libérer l'appartement au bout de 22 mois. D'accord. 22 mois sans loyer. C'est délirant. Non, mais c'est délirant. Oui, non, ce que vous dites, c'est encore un témoignage. Moi, je suis extrêmement frappé, et c'est vrai pour cette histoire de squat et autres, enfin, et de malhonnêteté. Ça, c'est pas un squat, ce que vous racontez, mais enfin, ça y ressemble aussi. C'est qu'au fond, la loi, enfin, certaines lois sont faites pour les oppresseurs et pas pour les opprimés. Sont faites pour ceux qui dérangent leur public et pas pour ceux qui le respectent. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, André, si vous me permettez. Allez-y. Non, mais... Je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'elles ne sont pas faites sciemment pour les oppresseurs, elles sont faites pour des dogmes, des mouvements de pensée du moment. C'est-à-dire qu'on ne va pas se préoccuper de faire une loi qui va être une loi intéressante pour l'ensemble de la population. On va faire une loi parce que le courant de pensée de l'époque, c'était les mal logés. Donc, les odieux propriétaires qui profitaient des mal logés, il fallait les sanctionner. Et il fallait donner tous les droits aux mal logés, au mal logement. C'était un courant de pensée de l'époque. Oui, vous dire ça obéit à l'idéologie du moment, quoi. Voilà,
Et aujourd'hui, si vous regardez... Oui, mais les résultats sont les mêmes. Les résultats sont les mêmes de ceux que je vous dis. Exactement. Et si vous faites aujourd'hui les parallèles avec les courants de pensée du moment, courants de pensée sanitaires, courants de pensée rétrogrades, courants de pensée... On aurait beaucoup de choses à dire, Eh ben, on est exactement là-dedans. On va souffrir maintenant, mais dans 10 ans, mon pauvre André, mais dans 10 ans, vous n'aurez peut-être même plus le droit de pouvoir vous exprimer comme vous le faites sur votre radio avec cette liberté. Ça, c'est tout est possible, effectivement, y compris le pire, mais heureusement, comme nous le montre Stéphane Paoli dans son livre, il y a aussi des voix, je dirais, des voix vraiment de lumière, au bon sens du terme. Clémence, merci. Oui, en tout cas, oui, merci beaucoup Dominique pour ce très beau témoignage. On donne la parole à Marie qui nous appelle de La Rochelle. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, j'habite La Rochelle et pour des raisons d'ordre familial, je suis obligée de m'absenter très fréquemment et régulièrement de mon domicile. Et à mes retours, je trouve chaque fois des traces ostensibles et ostentatoires de squat. À savoir qu'une partie de mes vêtements ont été volés ou alors portés et mis dans un état de saleté inouï. On me vole. Donc, ils repartent avec mes vêtements. Ils commettent des actes de vandalisme. Dernièrement, plus de 500 € de plomberie. Parce que j'avais coupé l'eau, donc ils se sont acharnés sur les robinets et sur les chasses d'eau, de façon à les mettre hors d'usage. Je trouve des dégâts des eaux, mes produits alimentaires sont consommés. Mais vous ne les avez, excusez-moi, vous ne les avez jamais vus, ils partaient avant que vous n'arriviez, si je comprends bien. Oui, chaque fois, sauf une fois où j'étais arrivée de façon anticipée, j'étais pas attendue. Et il y a, j'ai posé bien sûr plusieurs serrures que j'ai changées régulièrement et un verrou sans serrure. Et ils avaient fermé. Alors, quand je suis arrivée, j'ai ouvert les serrures, mais ils avaient fermé le verrou. Donc, j'ai pas pu entrer. Et à ce moment-là, j'ai appelé la police et il a fallu que j'attende 1 heure qu'ils dégagent de ma maison. Et je les ai vus partir en voiture. Oui, encore, vous avez eu de la chance parce que certains ont attendu des mois et des mois, voire des années. Vous savez, avant de rentrer chez eux. Et je ne dis pas que c'est pas important, ce que vous avez eu est terrible, enfin... Le comble, c'est que chaque fois que je pars, je remplis une fiche pour demander à la police de surveiller mon domicile. C'est un événement. Mais oui, mais ça, c'est encore autre chose. C'est l'état de la police et l'état des effectifs, il y aurait beaucoup de choses à dire. Merci en tout cas de votre témoignage. Oui, continuez de nous appeler, j'ai l'impression que ça vous fait beaucoup réagir ces questions de squat et de droit de propriété, alors n'hésitez pas, vous venez témoigner au 0826 300 300 et on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous nos états, bien sûr, avec vous, auditeur de Sud Radio, et avec Stéphane Paoli, auteur de Ce qui vient demain. D'ailleurs, le livre paraît demain dans toutes les bonnes librairies et évidemment sur Amazon, enfin vous le savez. Stéphane Paoli, justement, est-ce que les personnes que vous avez vues, avec lesquelles vous êtes entretenu et qui sont encore une fois vraiment passionnantes dans leurs témoignages, est-ce vous les avez sentis plutôt préoccupé ou plutôt en fait la bonne fée Espérance, comme disait, ou la petite fille Espérance, comme disait Peggy, c'est plutôt ça qui, in fine, les dirige ou en tout cas les fait réagir? Alors, Espérance, en tout cas, il n'y a pas d'angélisme. Ce sont tous, autant les hommes que les femmes, des personnalités qui sont très attentives à ce qu'il se passe autour d'elles et dans le monde où nous vivons. Non, dans leur, du non, tout. Pas du tout. Claudie Aigneret, par exemple, qui a quand même été la première femme européenne dans l'espace, avec un cursus invraisemblable. Quand on regarde ce qu'elle a fait, c'est sidérant. Claudie Aigneret, elle a un projet qu'elle défend maintenant pour l'Agence spatiale européenne, c'est de construire ce qu'elle appelle un Moon Village, un village sur la Lune. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'il aura de particulier, ce village sur la Lune? C'est qu'il sera fait de façon collaborative avec des nations qui vont chacune devoir se débarrasser de toute notion de souveraineté nationale. Ah oui, c'est-à-dire essayer de réussir sur la Lune ce qu'on a raté sur Terre. Oui, vous voulez dire en tout cas dans la construction européenne. Plus de nations, plus de frontières, plus de tout l'envie commune de faire quelque chose ensemble
pour inventer une forme différente de... Un vrai village global. Un vrai village global, tout à fait, un vrai village. Donc vous voyez, c'est pas de la politique politicienne, mais c'est de la politique. C'est comment on change l'espace de la cité que nous partageons. Comment on la gère, etc. Non, mais c'est passionnant. Clémence. Oui, eh bien vous êtes nombreux à composer le 0826 300 300. On donne la parole à Franck qui nous appelle de Paris. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais juste intervenir en rebond. Alors je vais peut-être un peu surinfecter la plaie parce que par rapport à ce qu'a dit votre précédent auditeur, moi je suis avocat dans ce domaine-là, donc je connais bien. Il n'a pas complètement tort quand il parle du caractère un peu déséquilibré de la loi, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. En fait, oui, mais il faut juste quand même savoir que c'est un peu comme pour... On a des vaches sacrées dans le droit français. On a le salarié, on a le locataire, on a le consommateur. D'accord ? Ce sont des gens que, par les lois successives, on déresponsabilise toujours la loi, mais aussi la jurisprudence, les magistrats. C'est comme ça, mais il faut savoir que ça part quand même à l'origine d'excès qu'il y avait dans le sens inverse. Il fallait protéger les salariés parce qu'avant on faisait travailler les gamins 15 heures par jour dans oui, bien sûr, bien sûr. Le locataire, on sortait la veuve et l'orphelin sans pitié. Enfin, vous voyez, c'est les caricatures qu'on a du 19e. Mais... Et le consommateur, c'est pareil, il se faisait rouler. Donc à l'origine, ces lois qui protègent le locataire, le consommateur ou le salarié, elles partent, je ne vais pas dire d'un bon sentiment, mais elles sont bonnes. Il faut toujours quand même protéger le faible par rapport au fort. Oui, voilà. Sauf que là, ce n'est plus le cas. Là, non, mais justement, attendez, je voudrais vous interrompre. Pas vous interrompre, d'ailleurs, pour aller plus loin dans la discussion. Le vrai problème, c'est qu'on ne change pas la loi quand le faible devient le fort et le fort le faible. Il est là, le problème. Il est complètement là. Mais c'est ce que je vous dis. Je commençais par là pour vous dire, le problème, c'est qu'on a dérivé. Et qu'aujourd'hui, ces domaines-là ont pris une autonomie, se sont suralimentés elles-mêmes, et là, ça devient du délire. Donc, je partage votre point de vue. Et au-delà, donc, il y a les lois qui sont très productives, mais faut juste savoir que même il y a la procédure, c'est-à-dire que pour pouvoir assigner quelqu'un, pour le mettre, pour l'expulser, bon, déjà on a cette période d'expulsion, on a l'obligation de notifier au préfet qu'on va assigner en expulsion, donc on a 2 mois qui sont incompressibles. 2 mois. Après il faut, oui, parce qu'on doit préalablement notifier au préfet notre assignation, et on peut pas prendre de date en référé, c'est-à-dire il y a des procédures rapides et c'est le juge de référé qui expulse. Donc de toute façon, on a ce délai de 2 mois. Et en plus là-dessus, vous avez notre désorganisation de la justice qui fait que pour trouver une date rapide aux ex-tribunaux d'instance et pour le proximité aujourd'hui, mais alors il faut vous lever de bonheur parce que parfois vous avez une date en référé à 6 mois. Vous voyez ? Et j'exagère pas quand je dis ça. Et si par malheur, le débiteur, le locataire demande en plus... Ou le squatter, l'autre, le squatter, c'est un cas à part, parce que les procédures sont un peu plus rapides, mais même ça reste très lent par rapport au caractère scandaleux de la situation. Mais même, je vous parle pour... Mettons un locataire, mettons un locataire. Voilà, c'est des gens qui font souvent des petits investissements locatifs, et puis qui s'endettent, et qui se retrouvent avec des gens qui ne payent pas, souvent qui connaissent très très bien les lois, qui savent les délais de procédure, et vous pouvez vous retrouver effectivement avec 2 ans. Et j'entendais votre auditeur précédent dire oui, les avocats, ceci, cela. Moi, je sais pas, je ne connais pas de confrère qui vous viendrait voir avec un dossier pareil. Je ne vais pas vous dire dans 1 mois c'est fini, c'est pas possible. Ce serait un mensonge. Donc on leur dit aux gens, on leur dit là, et puis ça, de toute façon. Par exemple, là, j'ai un dossier là comme ça. Ma cliente, elle sait que elle en a pour plus d'1 an, quoi. Elle le sait avec la personne, parce qu'en plus il faut délivrer commandement. Donc on perd 2 mois avec. Il faut délivrer commandement. Donc on a 2 mois. Mais vous savez, ensuite on a 2 mois pour assigner, 4 mois, 6 mois pour avoir une date. Et en plus après, parfois vous avez des magistrats. Alors ça arrive souvent, pas partout, mais vous en avez qui font en plus.
sont très sociaux, on va dire, et qui vous mettent encore plus des délais. En disant mais non, mais il faut accepter, etc. Mais vous savez ce que vous dites, maître. En tout cas, merci de vos précisions. Au contraire, c'est très intéressant, parce que de savoir en fait ce qui se passe vraiment, comme vous êtes homme de l'art de ce point de vue, c'était bien de repréciser les choses et les durées possibles. Mais vous savez j'ai envie de dire aussi que c'est contre-productif, ces lois trop bien sûr que c'est contre-productif. Parce que vous avez plein de gens qui veulent pas mettre en location. Ils disent oh là là, non mais bien sûr, je pourrais pas les sortir, etc. Mais je vais vous dire ce qui est encore plus contre-productif. Et là, je vais non pas me mettre hors la loi, mais raisonner un peu en dehors, effectivement, du strict cadre judiciaire. Moi, je ne sais pas très sincèrement ce que je ferais si dans ma maison à moi, que j'ai achetée avec mes économies, que j'ai fait, etc., qu'on me dise, écoutez, c'est très simple, avant 6 mois, 1 an ou 2 ans, vous n'aurez rien. Alors, je vais vous dire, moi, être humain, je ne suis pas du tout un va-t-en-guerre ou un bout de feu, mais vous savez ce que ça encourage, ça ? Ça encourage des gens à se faire justice eux-mêmes. Et je ne le souhaite pas, et je ne le conseillerai jamais. Mais je peux comprendre, et je le dis, je peux comprendre que des gens, à un moment donné, en aient marre. Et je peux comprendre que les gens qui font les lois, et on revient à ce que vous disiez, c'est très bien, mais ces lois se sont épaissies comme un millefeuille, etc. Eh bien, on peut comprendre aussi que les gens qui devraient justement changer la loi, parce que vous le savez très bien et mieux que moi, les lois, ça se change, que ces gens qui sont en général très bien protégés, à qui ça n'arrivera pas chez eux, parce que je rappelle quelque chose, je vais vous dire, quand François Hollande et Julie Gaillet, il y a eu dans leur maison, je crois que c'était leur maison de campagne, ou je ne sais pas, une résidence secondaire, il y a eu des squatters. Ils ont été délogés en 5 heures. Parce que c'était l'ancien président de la République. Et oui, et il est là le problème. Vous comprenez ? On ne peut pas. Alors, je parle de François Hollande, pas André, pour. Voilà. André, juste quand même, c'est une précision d'importance. Je comprends ce que vous dites. Et comme ça fait longtemps que ce souci existe, cette tendance aux gens de se faire justice, elle existait. Je peux même vous dire que certains confrères, il y a 15 ans, pouvaient dire, sans le dire ouvertement, le meilleur moyen, c'est pas d'avoir recours à moi si vous voulez retrouver votre appartement. Il y a d'autres méthodes. Il fut un temps de la grande gloire des Yougoslaves. Oui, c'est vrai. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Sauf que, attention, parce qu'aujourd'hui, depuis 2014, si vous faites ça, c'est vous qui allez en prison. 3 ans de prison, 30 000 euros d'amende. Bien sûr. Non, mais c'est... Donc, il ne faut pas encourager, même indirectement, même si vous ne le faites pas. Mais mon cher maître, je n'encourage pas ça, mais je trouve profondément scandaleux que, encore une fois, des gens qui n'ont rien demandé, qui n'ont fait de mal à personne, qui n'ont truandé personne, soient les premières victimes. Ça, je trouve ça... Vous avez 1000 fois raison. Et en plus, il ne faut pas oublier quand même que le droit de propriété, c'est un droit sacré dans les déclarations. On l'a dit, absolument. C'est un droit sacré. Absolument. Là, c'est foulé aux pieds. On est dans une dérive de la société, en fait. Exactement. Mais c'est ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, déresponsabilise les gens. Et c'est pas un service. Mais voilà. Et ça ne va pas. En tout cas, merci beaucoup et merci surtout de votre précision. Merci beaucoup. Et André, essayez de rester encore un petit peu avec nous et de ne pas partir en prison tout de suite. On va au moins finir l'émission. Chers amis, continuez de nous appeler 0826 300 300, que ce soit sur le droit de propriété ou sur les autres sujets qu'on a abordés. Puis vous pouvez évidemment poser des questions à notre invité Stéphane Paoli. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. 84% de Françaises utilisent un produit anti-âge tous les jours. Et oui, que voulez-vous, on a toute envie de rester belle et jeune. De garder ses 20 ans. Tout à fait. Et du 8 au 19 septembre, c'est l'opération beauté chez Leclerc. Et le lot soin du visage anti-rides Nivea Q10 Power de 2 fois 50 ml avec 70% de tickets Leclerc est à 16,85 €. Une très belle offre. Et jeune. Voir modalité, magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Alors Henri IV, c'est vrai? Vous êtes reparti? Oui, en septembre, je vais faire souffler l'air du Béarn-Pyrénées sur les routes du Tour de France. Venez avec moi découvrir toute la splendeur de cette destination authentique entre nature, sport et tradition. Laissez-vous envahir par l'air pur des Pyrénées. Partez en randonnée pour profiter d'une nature époustouflante ou flânez à la découverte du patrimoine culturel et gastronomique du Béarn. Prenez un nouveau départ avec Béarn-Pyrénées Tourisme et Gîtes de France 64, partenaire du Tour de France sur Sud Radio. Sud Radio, dans le Tarn, à Albi, sur
sur 101.2. Je dis oui pour une nouvelle voiture et des offres très performantes. Je dis oui à la reprise et au financement. Je dis oui à Debar Automobile. Debar Automobile, votre distributeur multimarque depuis 1996. Toutes vos agences sur debarautomobile.com. On ne va pas chez Debar par hasard. Debar Automobile, partenaire du rugby sur Sud Radio. Leclerc. Défendre votre pouvoir d'achat, c'est aussi vous permettre d'avoir accès à tous les services dont vous avez besoin au quotidien, comme les offres mobiles. C'est pourquoi Leclerc vous fait bénéficier de son offre Réglo Mobile avec 50 gigas d'internet par mois, appels, SMS et MMS illimités à seulement 9,95 € et sans engagement. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc et sur reglomobile.fr. Offre soumise à conditions, consultable sur le site. Desperados Virgin 00, elle arrive, elle est là. C'est la première fois, on n'a jamais vu ça. On regarde, on découvre, on connaît pas. Desperados Virgin 00, c'est nouveau. Dans cette bière de l'alcool, il y en a 0,0. Mais clairement, c'est signé Desperados. Desperados Virgin 00. Peu importe le moment, plus tard, demain, hier, maintenant. Ces arômes zestes de citron, c'est du pur rafraîchissement. Je vais pas vous faire une conférence, mais le goût agrume est intense. Desperados Virgin 00, c'est nouveau, c'est sans alcool, mais surtout, c'est signé Desperados. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. André Berkoff dans tous ses états, de retour dans un instant sur Sud Radio. Aujourd'hui, j'ai gagné le match contre moi-même. Moi qui n'avais jamais osé pratiquer le running, avec mes Adidas Galaxy 5, je me sens tellement bien dans mes baskets que j'ai enfin sauté le pas. L'opération rentrée des clubs, ça match chez Sport 2000. Jusqu'au 13 septembre, par exemple, les chaussures hommes Galaxy 5 Adidas sont à 29,95 € au lieu de 49,95 €. Sport 2000. Ça match. Conditions et liste des magasins participants sur sport2000.fr. Jusqu'au 13 septembre, c'est la foire au vin chez Netto. Pour l'achat de 2 cartons d'AOP Bergerac Rouge 2018 ou Rosé Marquis de Gerlis, le 3e est offert. Netto, le discounter qui fait la différence. 29,98 € les 3 cartons de 6 bouteilles de 75 centilitres au lieu de 44,97 €, soit 9,99 € le carton ou 2,22 € le litre. Voir modalité magasin participant sur netto.fr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et toujours avec vous, auditeurs de Sud Radio, et avec Stéphane Paoli, auteur de Ce qui vient demain. Encore une fois, c'est demain qu'il paraît, et c'est demain que je vous le recommande. Non, c'est aujourd'hui que je vous le recommande. Et on fait un petit tour au standard 0826 300 300. Je vous propose de donner la parole à Jean-Paul qui nous appelle de Draguignan. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour André, bonjour Monsieur Paoli. Bonjour. Voilà, je voulais évoquer le sujet du pont Moretti, qui me paraît assez gravissime. Si je me souviens bien, cette loi concernant les biens des ministres... Déclaration de patrimoine, oui, des ministres, voilà, oui, c'est ça. A été votée sous le gouvernement précédent. Absolument. Voilà, donc un gouvernement de gauche, dont c'était sous François Hollande, absolument. Voilà, François II le Magnifique. Voilà. Sous un gouvernement de gauche dont M. Moretti se réclame, il me semble. Et là, il fait comme si lui était au-dessus des lois. Alors qu'il est quand même un avocat, maintenant ministre, et c'est à se demander l'exemple qu'il veut donner à ce pays. Surtout quand on l'entend sur les plateaux de télévision s'offusquer des propos de Marine Le Pen à son encontre, propos que l'on peut trouver déplacés ou justifiés, peu importe, mais comment dirais-je, tout ce qu'il trouve lui à lui rétorquer, c'est qu'elle est pire que son père. Voilà. Alors, je trouve ça un peu léger, et je me demande ce que fait ce monsieur et à quoi il sert. En fait, il a répliqué, et je ne dis pas ça pour le défendre du tout, mais il a fait une espèce de jeu de mots de réplique parce que, effectivement, Marine Le Pen avait dit Dupond-Moretti, c'est Taubira Empire, et lui a dit, voilà, vous, c'est votre père Empire. Voilà. Je suis d'accord avec vous, André, mais je me dis que ce n'est que de la politique spectacle. Absolument, en fait, il a été embauché pour jouer les avocats de Macron sur les plateaux télé.
Voilà, je pense qu'il a été embauché pour ça, parce qu'il a de la morgue, parce qu'il a une prestance, parce qu'il a beaucoup de choses. En fait, voilà, c'est un nouveau porte-flingue, on va dire, du président de la République, et dont on ne tardera pas à voir les limites, parce que entre lui et Gérard Darmanin, qui essaie d'amener certaines choses, je pense que ça sera bientôt la guerre ouverte. Voilà, ou alors il ne va servir que ça sur les plateaux télé. Voilà, j'aurais aimé savoir ce que vous en pensez. Écoutez, je vais d'ailleurs demander à Stéphane Paoli ce qu'il en pense. Il est journaliste. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette situation, justement? Moi, je pense, d'une façon générale, que quand on a une responsabilité politique, surtout à ce niveau-là, on doit être un modèle républicain. On doit être un modèle républicain. On doit respecter des règles. Scrupuleusement, alors plus encore, j'allais dire, quand on incarne la justice. La justice, bien sûr. Donc je vois mal comment un ministre de la Justice pourrait se passer du respect des règles les plus élémentaires. Ça me paraît une question importante. Non mais Jean-Paul, on voit très très bien, là, moi je suis d'accord avec Stéphane Paoli. Pardon. Après, oui, excusez-moi, je vous dirais que moi, personnellement, je me foutais complètement d'une loi comme ça. Du moment que les ministres font leur travail, je me moque de savoir quel est leur patrimoine. Tout ce que j'attends de ces personnes, c'est qu'elles fassent le job pour lequel elles ont été nommées. Oui, mais attention, on peut pas dire ça non plus, je crois, Jean-Paul Poébert, je me fous de la loi, parce que à partir du moment... pas de la loi, je parle de leur patrimoine. Oui, je sais, mais à partir du moment où cette loi existe, et que tout le monde, c'est du règle du jeu, alors on pourrait dire, ouais, après tout, il n'y avait pas à demander leur patrimoine au ministre. Ça, c'est une autre question. Vous avez raison. On peut très bien dire, écoutez, pourquoi les ministres... Et c'est une question qui se pose. Elle est légitime. Est-ce qu'on a à demander quelqu'un... Alors ça, c'est tout le problème en France. Dès que quelqu'un est riche, ou un peu riche, c'est par essence un voleur, un prédicateur, un bandit de plus ou moins grand chemin, etc. C'est une autre question. Ce qui est embêtant, là, en fait, c'est qu'il y a une loi, et que le garde des Sceaux, effectivement, c'est celui qui doit appliquer la loi. Je suis bien d'accord avec vous. Ça. Donc, mais on va voir, vous savez que c'est intéressant, parce que Régis de Castelnau, qu'on a interrogé, qui est avocat, a dit il a 8 jours aujourd'hui, parce qu'il va avoir une injonction, effectivement, de la Cour des comptes, ou je ne sais pas, ou de la jurisprudence, enfin, ou de la juridiction, et il va dire oui, vous devez absolument donner votre patrimoine. Il va avoir 8 jours, parce qu'il devait le donner le 6 septembre, on est le 8 septembre. Ça va être intéressant de voir s'il le fait ou pas, et s'il ne le fait pas, et je voulais juste dire ça, c'est qu'on a une décomposition actuellement de l'autorité et ça n'arrangera pas effectivement cette chute-là, c'est clair. Exactement. Voilà, merci en tout cas, Jean. Merci à vous. Merci beaucoup, Jean-Paul. Et on retourne au standard. Et Yvette a composé le 0826 300 300. Yvette qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Yvette. Bonjour Monsieur Birkhoff et bonjour à l'autre monsieur. Voilà, j'ai été étonnée, je viens de voir ma soeur au téléphone, elle a été se faire tester au Mans. Elle est du Mans, un route d'Angers. Et je lui dis alors comment ça se passe. Elle me dit on remplit un papier, on met notre nom, notre prénom, notre numéro de téléphone, voilà. Oui. J'ai dit la carte vitale. Elle me dit non, personne ne demande la carte vitale. Vous vous rendez compte? Elle rentre d'où? Et là, j'entends. Hein? Attendez, j'ai pas entendu la première partie. Elle rentre d'où, vous dites, votre sœur? Elle habite au Mans, ma sœur. Au Mans, oui, d'accord. Dans la Sarthe. Hein. Oui, bien et sûr. c'est route d'Angers, le truc où ils font les tests. Hein. Oui. Les gens connaissent. Hein. Oui. Et ils ne demandent pas la carte vitale. Mais je dis, ça m'étonne pas que plein de gens y vont 2-3 fois. Ouais. Mais c'est quoi ce truc? Le monsieur lundi, il a parlé de la sécurité sociale, qu'on la mettait en danger. Mais si on mettait la carte vitale, on verrait que t'es déjà passé. Et puis j'ai pas vu le monsieur l'autre jour, mais moi j'ai travaillé pendant 40 ans, et pendant 40 ans, on m'a retenu la sécurité sociale. Ouais. Et ma complémentaire, jamais mon patron me l'a payé. C'est moi qui l'ai payé. Ouais. Et c'est le système de choses fait par je reviens à ça, par la sécurité sociale, qui fait qu'il faut aller voir son docteur. Moi, mon genou, je vais voir mon docteur, il me fait une lettre pour la radio. Après, j'y retourne, une lettre pour l'IRM. Après, j'y retourne, une lettre pour le rhumatologue. Mais c'est quoi ça? On paye 25 € à chaque fois pour une lettre. Et là, ils vont se faire tester sans carte vitale?
Oui, c'est assez. Non, mais attendez, monsieur Berkoff. Vous avez tout à fait raison. Écoutez, on va enquêter là-dessus, mais c'est pas mal. Ça qu'on passe sans rien. Elle m'a dit, je lui ai posé la question, justement, j'ai dit alors, elle me dit non, pourquoi? Elle dit, elle m'a rajouté, mais bon, ça s'entre elle a vu son voisin qui y va depuis la 3e fois, mais j'ai dit, ça m'étonne pas, il paye rien, il y va comme il veut, voilà. C'est écœurant, écœurant. Et juste pour terminer, j'ai entendu que les gilets jaunes voulaient encore aller dans la rue, eh ben moi je serais eux. Je me cacherai parce que c'est de leur faute si avant la pandémie, l'économie est tombée comme ça. C'est de leur faute. Les centres-villes ne marchent pas, de leur faute. Moi, j'aurais honte d'aller dans la rue à nouveau. Et le jaune, je le hais. Oui, non, mais ça, c'est... Attendez, je ne vous rejoins pas là-dessus, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. On ne peut pas dire les gilets jaunes... Enfin, aussi, vous avez tout à fait le droit. Moi, j'ai des amis du centre-ville de Perpignan m'ont dit, s'il n'y avait pas eu les gilets jaunes avant, on s'en serait tiré. Oui, non, mais si vous voulez... Ils ont empêché les gens d'y aller, ils avaient peur, les gens, d'aller dans les centres-villes. Oui. Enfin, et voilà, parce qu'il y avait ils avaient peur d'aller dans le centre-ville parce qu'il y a eu des casseurs qui ont rejoint les Gilets jaunes et ça n'avait rien à voir. Mais les Gilets jaunes, vous savez, madame, juste une chose, je veux vous dire. Les Gilets jaunes, c'était aussi des gens qui gagnaient 800 € par mois et qui n'en pouvaient plus. D'accord. Et ce sont des gens avec qui on leur demandait... Allez, on leur demandait aussi plus d'argent pour le fuel, plus d'argent pour ceci, plus d'argent pour cela. Il faut quand même comprendre ça. Chacun a ses intérêts. Mais je ne défends pas les gilets jaunes en tant que tels, je défends en tout cas les gens, il y a beaucoup de Français qui vivent très mal, et on sait pourquoi d'ailleurs, et parce qu'on donne de l'argent un peu partout et n'importe comment, n'importe quoi, et chacun, on comprend très bien qu'il y a des gens qui n'en peuvent plus aussi, parce qu'il y a une précarité en France. C'était une action très bien, c'était très bien. Mais après, c'est devenu un grand n'importe quoi avec les vedettes. Après, il y a eu effectivement beaucoup de choses. En tout cas, merci pour vos témoignages sur le test. Hein. C'est sûr et certain. Alors là, je suis écœuré. D'accord, merci. Allez, merci, monsieur Berkoff. Au revoir. Et continuez comme ça, je vous admire. Merci. Allez, à bientôt. Merci beaucoup, Yvette. Et on retourne au standard. On donne la parole à Mousse, qui nous appelle de Paris. Bonjour, Mousse. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur Berkoff. Oui, bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous, Mousse? Ça va, merci beaucoup. Je vous suis toujours à vos émissions. Hein. On est toujours à l'écoute. Hein. Merci, c'est gentil. En fait, je vous appelle pour vous poser une petite question dans le domaine de droit immobilier. Oui. En fait, je vous explique, j'ai un colocataire avec moi, dans un bail meublé, c'est-à-dire le bail à mon nom, tout est à mon nom, les factures, les quittances et tout. J'ai eu entre-temps, il faut des dégâts des eaux dans cette chambre. Et du coup, je demande de partir, et à chaque fois, il essaye de pousser, chaque mois, il me dit, le mois prochain, et ça dure, ça va faire presque 3 mois. Et en fait, je sais pas qu'est-ce que je dois faire pour faire mes travaux, et je sais pas quelle procédure à suivre. Alors écoutez, ça, évidemment, je ne suis pas avocat, je ne suis pas spécialiste d'immobilier, je peux pas vous répondre comme ça à Mousse, mais ce que vous allez faire, envoyer... et je vous promets qu'on le fera, envoyez sur le site de Sud Radio, c'est sudradio.fr, cela, et on va demander à un avocat de vous répondre. Ok, très bien. C'est promis. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. L'émission pour le droit immobilier, c'est pour ça, en fait. Bien sûr, je comprends. Oui, merci beaucoup, M. Berkoff. Je vous en prie, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci Mousse, et continuez de nous appeler au 0826 300 300. Vous pouvez réagir sur ce fameux droit de propriété qui vous fait beaucoup réagir, et les squatteurs qui ont, on a l'impression, en tout cas plus de droits que certains propriétaires. Eh bien, venez en parler, et puis venez parler des autres sujets aussi. On vous attend, à tout de suite.